Vous écoutez Les Grands Explorateurs, épisode 5, James Cook. Nous sommes en 1769. Enfin, le monde est en paix et l'Europe reprend ses grands voyages autour du monde. Les instruments de bord sont sur le point d'être révolutionnés grâce à l'horlogerie qui promet de résoudre l'insoluble énigme des longitudes. Le premier à les tenir en main s'appelle James Cook. Et il va accomplir 3 voyages autour du monde mémorables qui lèveront le voile sur les derniers grands mystères du Pacifique. Elle a été bercée par les récits de James Cook, son compatriote et son héros. Helen MacArthur, la célèbre navigatrice anglaise, profite des nombreuses révolutions technologiques, tant au niveau des instruments de bord que de la construction navale. Je crois que tous les enfants qui grandissent en Angleterre, ils entendent des histoires de Cook. Captain Cook, comme on dit, il a fait les choses vraiment extraordinaires. Il a découvert les endroits, il a fait les voyages extrêmes dans une époque où les gens ne faisaient pas ça. La plupart des gens quittaient jamais Angleterre ou la France ou les pays où ils étaient nés. Mais lui, il a voyagé partout dans le monde. Donc un voyage ou des voyages vraiment incroyables. Nous sommes au début du XVIIIe siècle dans le petit village de Stace en Angleterre. Selon la légende, le jeune Cook sent pour la première fois l'appel de la mer en regardant par la fenêtre du magasin où il travaille. Le destin du petit James est en marche. De matelot à commandeur, James Cook gravit tous les échelons de la Royal Navy et se distingue par son travail hydrographique et astronomique exemplaire. Il devient évident qu'il est le plus compétent pour assurer un voyage capital, tant sur le plan scientifique que stratégique. Savoir préciser sa position sur le globe est une obsession chez les navigateurs. Elle est donnée par l'intersection de 2 lignes. La latitude, c'est-à-dire la hauteur par rapport à l'équateur, et la longitude, qui donne la position par rapport au méridien d'origine. Et c'est cette longitude que Cook est parti calculer à Tahiti pour son premier voyage autour du monde. Un calcul possible uniquement à partir d'observations astronomiques. Cook a rendez-vous avec la planète Vénus le 3 juin 1769, date à laquelle elle passera devant le Soleil. Seule l'observation des astres permet de calculer précisément où l'on se trouve sur le globe. Une méthode trop contraignante pour les navigateurs, alors que c'est si important chaque jour. Cook est engagé dans un processus qui va tout simplifier. La navigation dans son époque était complètement différente aux navigations maintenant. On a plein de choses, on a les moteurs, on a les GPS, on a les sextants, parce que quand lui naviguait, il n'avait même pas un sextant pour trouver la position en mer, c'était très très dur. Donc il y avait plein de choses un peu contre lui, si tu veux, c'était très très dur. Et nous, on a beaucoup de choses pour nous aider, mais les choses qui n'ont pas changé, c'est la mer. Et c'est les changements dans la mer, c'est les changements dans la météo. Ça, c'est pareil. Donc ça, je comprends. Mais de ne pas savoir où on est, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, ça, c'est un grand stress. Ce premier volet de l'expédition accompli, Cook peut passer à la 2e phase secrète de son voyage. La côte de la Nouvelle-Zélande fait-elle partie du gigantesque continent austral sur lequel l'Angleterre aimerait planter son drapeau ? En réussissant à faire le tour de la Nouvelle-Zélande, Cook lève donc une partie du voile sur la présumée étendue du continent austral. Et il part à l'assaut de la Nouvelle-Hollande, c'est-à-dire l'Australie, qu'il accoste le premier sur sa partie est. James Cook et ses scientifiques se mettent aussitôt au travail. Côté naturaliste, chaque jour apporte son lot de nouvelles espèces.
et le kangourou fait son apparition. En bon cartographe, Cook dresse le dessin de la côte est de l'île continent et réussit même à percer la brèche entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée. C'est le détroit de Torres, farouchement gardé secret par les Espagnols durant 163 ans. C'est la fin de ce premier tour du monde, déjà si riche en informations. Cook rentre donc en Angleterre avec la longitude exacte de Tahiti grâce, on le sait, à ses calculs astronomiques. Au même moment, l'horloger Harrison met au point une montre qui doit permettre aux navigateurs de conserver l'heure de Londres, et ce, où qu'ils soient sur la planète, malgré le roulis et le tangage. C'est peut-être l'instrument révolutionnaire qui va leur permettre de faire le lien entre décalage horaire et longitude. « 9h, 53 minutes et 24 secondes. C'est le décalage qui existe entre Londres et Tahiti. Très vite, Cook repart donc sur l'île au bout du monde vérifier sa théorie. Quelle heure sera-t-il à Londres lorsqu'il sera très exactement midi au soleil à Tahiti ? Ça y est, il est midi pile. Au même moment, Cook constate qu'à sa montre, l'heure de Londres correspond très exactement à ses calculs, à 4 minutes 32 secondes près, comme l'avait prévu Harrison. Ça va être un peu bizarre de partir sans un GPS, parce que ça donne notre position, ça donne l'heure. Hélène MacArthur, navigatrice. Ça, c'est très, très important, mais en même temps, on peut partir sans un GPS. On a les sextants, on sait ça marche, on a les chronomètres qui marchent très bien. Donc, moi, ça m'inspire de partir sans un GPS avec un sextant, avec un chronomètre et un compas, un baromètre. Ça, je trouve ça va être une super chose à faire. Ce deuxième voyage continue et se révèle aussi d'une incroyable richesse. Presque tous les archipels du Pacifique Sud sont visités. À chaque fois, Cook est reçu par les naturels comme s'il voyait surgir un être providentiel. Mais sa véritable mission l'oblige à piquer au sud. Chercher le gigantesque continent austral qui obsède les cartographes depuis des siècles. Si c'est seulement depuis peu qu'il est possible de calculer la longitude grâce à une montre, depuis longtemps on sait mesurer la latitude. Cook a franchi le cercle polaire. Il lit 71 degrés, 10 minutes de latitude sud. Aucun homme n'est jamais parvenu aussi loin dans cet hémisphère. Pourtant, la terre du continent austral n'est toujours pas en vue. Il est vrai néanmoins que la plus grande partie de ce continent austral, à supposer qu'il y en ait un, doit être à l'intérieur du cercle polaire, où la mer est tellement infestée de glace que la Terre est de ce fait inaccessible. Avec ces mots, Cook a définitivement démonté le gigantisme du continent austral qui affublait les cartes et encombrait les esprits depuis Ptolémée. À l'aller comme au retour, Cook passe à travers le mythique continent austral qui n'existe finalement pas. Seul l'Antarctique, bien plus réduit, se trouve au-delà des glaces. De retour à Londres, Cook est ovationné par la Royal Society, qui lui offre une coquette retraite en tant qu'officier du Greenwich Hospital. Mais Cook, bien que flatté, reprend la mer pour un troisième voyage. Cette fois-ci, son objectif est le Grand Nord, car désormais c'est la région la moins connue du globe. De nouvelles îles sont découvertes. Cook les nomme les îles Sandwich. Mais plus que tout, il cherche la brèche sur la côte nord-américaine qui lui permettrait de trouver un passage vers l'Atlantique. L'Alaska se dessine et le détroit de Bering est franchi.
Les glaces et les brumes rendent la navigation de plus en plus difficile. Cook relève une dernière fois sa latitude extrême. Le 71e degré de latitude nord est atteint, juste avant qu'il ne décide de faire demi-tour. Il explore le Kamtchatka, puis décide d'aller hiverner aux îles Sandwich car, obstiné, il a bien l'intention de forcer les glaces de la banquise l'été prochain. Dans la baie de Kihaka-Lewa, des centaines de pirogues entourent les navires. Cook est reçu comme un véritable dieu, car vraisemblablement sa venue correspond à celle de Lono, le dieu de la prospérité qui marque le nouvel an hawaïen. Pour avoir navigué dans tout le Pacifique, Cook et ses scientifiques sont frappés par les similitudes entre tous ces peuples insulaires. Les pirogues, les cultes, les langues, les sacrifices même. Tout prouve qu'il s'agit d'un peuple d'une même origine. Sans la nommer, Cook avait visité toute la Polynésie. Après 2 mois de relâche, Cook repart sur sa grande pirogue. C'est exactement le moment où le dieu Ku doit reprendre sa place. La cosmologie des Hawaïens est respectée. Mais après 3 jours de mer, une terrible tempête endommage le mât de misaine. James Cook est contraint de revenir dans la baie de Kihaka-Lewa. C'est alors qu'une incompréhension totale s'empare des insulaires. Le dieu Ku est le dieu de la guerre et il craint que Lono, incarné par Cook, veuille prendre sa place. L'agressivité remplace la chaleur du premier accueil. En retour, les Anglais font parler la poudre, et alors que Cook réclame le cessez-le-feu à ses hommes, un poignard s'abat dans son dos. Le corps de Cook est mutilé et éparpillé aux 4 coins de l'île. Certains disent même qu'il sera mangé. Abattu, le reste de l'équipage décide de rentrer au plus vite. Ainsi s'achève la plus vaste exploration humaine conduite par le même homme. Aucun navigateur plus que James Cook n'aura autant sillonné le Pacifique et contribué à l'édification de sa carte. Il n'y a pas un point précis où moi je peux dire ça c'était la meilleure chose qu'il a fait, parce que la meilleure chose qu'il a fait c'est tout. C'est le fait qu'il a tout fait. C'était pas une chose spéciale, il a tout fait, il a voyagé partout. Et ça c'est vraiment extraordinaire d'avoir fait ça il y a 200 ans. Vous venez d'écouter Les Grands Explorateurs. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les Grands Explorateurs est un podcast coproduit par Initial Studio et Grand Angle Productions, adapté du documentaire audiovisuel Les Cartes des Grands Explorateurs, coproduit par Grand Angle Productions et France Télévisions, réalisé par Gilles Kebaili, écrit par Guillaume Pérez et Gilles Kebaili, produit par Jean-Luc Millan et raconté par Herlé Jouon. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Louise Nguyen. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Benjamin Septemours.